Hello hello et bienvenue sur le podcast Créapi, le podcast à destination des entreprises du Made in France. Que vous soyez une entreprise artisanale ou de production Made in France, l'objectif de ce podcast est de vous donner les meilleures stratégies pour vous aider à vendre plus et mieux. Je suis Marie et je serai votre hôte sur ce podcast. Dans une ambiance happy, seule ou avec mes invités, 2 fois par mois, vous trouverez des conseils et des histoires inspirantes afin de faire briller votre marque comme elle le mérite. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Hello hello et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode invité. Après la pause du podcast, j'avais trop hâte de refaire ces épisodes avec des invités. Il y a à chaque fois beaucoup de valeurs partagées et je vous confirme que pour cet épisode, il va y avoir de nombreux conseils partagés par l'invité. Mais qui est-ce donc ? Eh bien aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Laure Lagarde à mon micro. Laure est la créatrice et la fondatrice d'Emily's Pillow, une marque française de thé d'oreiller en soie qui font du bien à nos cheveux, notre peau et notre sommeil. Dans cet épisode, nous allons parler entre autres de ce que Laure a mis en place pour lancer sa marque et vous verrez, on ne parlera pas d'avantages concurrentiels, de compte Instagram ou d'identité de marque, car Laure a pris des chemins différents pour amener la marque là où elle en est aujourd'hui, c'est-à-dire générer quand même 1 million d'euros de chiffre d'affaires la première année de lancement. Allez, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Hello Laure, et je suis ravie de te recevoir sur le podcast qui a repris du service et je suis honorée que tu sois ma première invitée pour ce retour sur le podcast et aussi pour démarrer 2024. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme pour les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Hello Marie, oui ça va, je te remercie d'ailleurs de m'accueillir sur ton podcast, merci. Ah, c'est trop bien, je suis sûre qu'on va avoir plein de choses à se dire. Alors justement, en intro du podcast, j'ai déjà présenté rapidement la marque et qui tu es, mais je te propose que tu te prêtes aussi au jeu, à l'exercice, et que tu nous dises, voilà, qui est Laure et qui est Emily's Pillow également. Ok, donc qui est Laure, qui est Emily's Pillow? Eh bien, en fait, moi j'ai 38 ans, je suis maman de 2 enfants en très bas âge, 1 an et demi, 4 ans. Là, on a déménagé à Bordeaux depuis 2 ans, mais la société a été créée à Paris, elle est toujours à Paris. Et donc, j'ai créé Emily's Pillow suite à une reconversion. Vraiment, on peut dire que c'est de la belle reconversion. J'étais dans l'aéronautique, chez Safran, puis dans les énergies renouvelables. Et j'avais beau changer de poste, je sentais bien que il y avait quelque chose qui me manquait, un dynamisme. Voilà, toute cette réunionnite, tout ça, c'était un peu dur à vivre pour moi. Et j'étais sur le périph', la 86, là, tous les matins, en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Le pire, c'était en rentrant de vacances où vraiment, je me disais, là, t'es pas à ta place, quoi. Tu passes à côté de ta vie, vraiment. Donc, à un moment, voilà, lors de ma première grossesse, j'ai été voir mon chef et je lui ai dit, j'ai 2 choses à te dire. La première, je suis enceinte. Et la deuxième, c'est que j'aimerais ne pas revenir après mon congé mat. Voilà, ce qui leur laissait le temps parce que je leur ai annoncé, voilà, longtemps avant de partir. Donc ça a été acté, hein, de toute manière, c'était pas vraiment un choix. Moi, de toute manière, je partais. Et j'ai toujours su au fond de moi que je voulais être entrepreneur. Donc, mais vraiment, hein, en soirée, j'allais voir que des amis entrepreneurs. Enfin non, je reste ouverte pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs, attention. Mais vraiment, il y a ce faire par soi-même, cette curiosité de tous les jours lorsqu'on est entrepreneur qui, moi, m'a toujours attirée. Et donc, voilà, je me suis retrouvée à me dire, bon, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu crées comme boîte? Et tu vois, c'était pas un truc que j'avais non plus depuis 10 ans en tête, en fait, que j'allais lancer justement une marque de linge de nuit en soie. Et donc, je me suis dit, tiens, le e-commerce me répond bien parce que géographiquement, on est libre. Euh, on, on peut rapidement, je trouve, enfin, en tout cas, ça ne nécessite pas d'avoir des grandes compétences techniques, sauf quand on rentre dans du growth hacking, des choses beaucoup plus techniques, mais pour développer une marque, en tout cas, c'est surtout du bon sens. Et donc, je me suis dit, go e-commerce, mais maintenant, quel produit tu prends? Et là, vraiment, mais en fait, moi, ça faisait 10 ans que je dormais sur une thé d'oreiller en soie que je trouvais la matière incroyable. Je trouvais vraiment, moi, quand je l'avais acheté pour mes cheveux, en fait, je me suis dit, je l'achète pour mes cheveux. Et non seulement mes cheveux étaient plus brillants,
Mais en plus de ça, enfin vraiment au bout de quelques jours, je me disais: «Mais la peau, elle tire moins, c'est vraiment beaucoup plus Ah oui, agréable». autant. Je me suis mise à l'emmener partout et en fait, quand là, bah, ça a été voilà, ça a été une évidence que je me suis dit: «E-commerce, OK, ben, en fait, la thé d'oreiller en soie» et j'ai même pas fait d'études de marché. Je suis partie vraiment de moi, quelque chose qui m'a, heu, qui m'a parlé, un produit que j'aimais. Mais j'ai tapé sur Google thé d'oreiller en soie en France. Il y avait 2 acteurs à ce moment-là. Bon, bah, voilà, je me suis dit: «Allez, lance-toi, il y a sûrement de la place pour toi». Et voilà, et donc j'ai lancé Emily's Pillow et avec cette intention de vraiment apporter un peu plus de douceur parce que moi la tête d'oreiller en soie pour moi c'est ça et le linge de nuit en soie c'est ça. C'est comment est-ce qu'on se fait du bien aussi, il y a vraiment une notion de bien-être à dormir avec des belles étoffes. Donc voilà, j'ai vraiment je suis partie comme ça en me disant: «Ça va apporter beaucoup de douceur aux femmes». C'est un produit auquel je crois, moi, qui m'a fait du bien, donc en fait, je vais être une super ambassadrice pour pouvoir, le faire connaître à plus de monde. J'adore. Ouais, merci beaucoup. Et on voit déjà, je sais ce qui va se passer un petit peu dans la suite de l'épisode et déjà tu amènes des petits éléments sur le fait que tu n'as pas fait comme tout le monde. Bref, on va en parler de tout ça après. Rappelle-moi, c'était quand que comment ça s'est passé en termes de planning, on va dire, quand c'est que tu as eu l'idée, quand c'est que tu as fait ta première vente, parce qu'il me semble que c'était Mmh. avant ou pendant le Covid peut-être? Parce que Alors je sais que c'était ça a des juste impacts. avant, Ouais. donc c'était en janvier 2020, que j'ai commencé à me dire c'est que je me suis dit: «Allez, tu pars sur une marque de thé d'oreiller en soie». Et après j'ai créé mon Shopify en quelques jours. Donc voilà, en me formant un peu à droite à gauche. Il y a énormément de vidéos d'ailleurs gratuites, aujourd'hui sur YouTube pour créer un Shopify qui tient à peu près la route. Et après ça, j'ai, j'ai créé le site, je pense que c'était en février. J'ai approvisionné, d'autres thés d'oreiller en soie parce que la mienne qui avait 10 ans quand même pour les photos, c'était pas idéal. Heu et j'ai demandé à une copine de l'équipe de basket. Je lui ai dit: «Écoute, je lance un truc un peu fou, je lance une marque, e-commerce, voilà, est-ce que je trouvais, qu'il y avait des beaux cheveux et tout?» Et je lui ai dit: «Bah, voilà, j'ai acheté un réflexe, est-ce que ça te va si on fait un shooting photo chez moi?» On habitait dans un 28 carrés à Paris avec un bébé de 6 mois et cetera. Mais j'avais un beau parquet, donc je me suis dit: «Bah, tu vas mettre une couette avec, voilà, et puis on va faire ça sur le parquet». Et donc j'ai fait le premier shooting photo. Et ce qu'il faut pour lancer aujourd'hui un site, Shopify qui tient la route, bon, bah, c'est créer le site Shopify, mais avoir des beaux visuels, avoir de suite des visuels qui sont quand même canons, qui font professionnel, sinon en fait, c'est même pas la peine. Et et donc j'ai lancé le Shopify, je pense, vers le 1er mai, ouais, c'était le 1er mars, j'ai regardé l'autre jour d'ailleurs, quelque chose comme ça. Et là, j'avais encore la petite sonnerie et là, j'entends au bout de 2-3 heures, ah non, et puis les publicités bien sûr, voilà, je me suis un peu formée aussi à Meta et moi je suis partie comme ça. J'ai lancé les pubs. Pour moi, c'était une évidence de me dire: «Tu crées une marque e-commerce, tu peux pas la créer sans faire de publicité, en fait». Donc j'avais même pas encore quasiment un seul post sur mon Instagram que de suite, j'ai créé les publicités, via le Business Manager. Et donc j'ai lancé et puis au bout de 2 heures, j'ai eu mon premier «Oh, quelqu'un a passé commande!» Sauf C'est qu'à un moment là, incroyable. moi, c'était vraiment du test. J'étais pas vraiment équipée. Pour moi, tout ça, c'était une super occasion de proposer mes produits, mais il y avait aussi une notion de, bah, je sais pas du tout si ça va marcher, donc on verra bien. Et là, bah, première commande et en fait, j'avais pas encore les stocks. Donc j'ai fait direct un envoi de mon fournisseur à ce moment-là à mes premières clientes, le temps de recevoir mes stocks. Et ça se passait très bien d'ailleurs, hein. Sauf que au bout de 2 semaines, bah là, annonce, covid, confinement. Oui. Donc là, je me dis: «Bon, bah, ta société, voilà, tout ce travail, c'est foutu, quoi». Parce que les 24, 40, 48 premières heures, plus rien, plus une commande. Alors que j'en avais 5-6 par jour en moyenne Waouh! et plus rien. Donc là, bah, je coupe mes pubs, Meta et puis bon, bah, je me dis: «Tant pis». Voilà, c'était chouette. Et 10 jours après être enfermée dans un appart de 26 carrés avec un bébé, et mon mari, je me dis: «Mais peut-être que ça peut quand même marcher cette histoire, les gens ils sont chez eux» et j'ai relancé mes pubs mais un peu plus et je ne relançais pas, ça s'est joué à rien du tout, hein. Sur un coup comme ça, un petit voilà, au petit déj, je me suis dit: «Relance tes pubs, sait-on jamais» et donc là, c'est reparti comme jamais. Voilà. C'est fou.
C'est fou. Donc c'est vrai que c'est ça que je voulais un peu qu'on mette en avant aussi, c'est que bon aujourd'hui la première année, Milice Pilot c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Alors il y a eu ces 15 petits jours où ça c'est comme tu dis pas joué à grand chose. Et en même temps, alors typiquement, dans mon cas, en tant que consultante e-commerce, réseaux sociaux, etc., on va dire l'identité de marque, il faut bien travailler les choses, il faut avoir son positionnement, il faut aller vérifier le marché, etc. Et toi, j'ai l'impression que t'as pas du tout écouté ce qu'on dit, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça que je voulais que tu viennes aussi, pour montrer que finalement, toi, t'as pris un peu un raccourci. Après, tu as fait de la pub, il faut quand même pouvoir le faire. Hein, de la publicité, c'est pas donné... faut avoir le courage aussi, c'est un investissement, on connaît pas forcément son ROI derrière, donc t'as quand même pris ce risque-là. Est-ce que... Alors, si je peux me permettre, Oui, Marie, je vas-y. trouve que c'était pas un risque de faire de la Bien publicité. sûr. Et ça, je veux Ouais. bien le... Justement, il y a beaucoup de gens qui sautent pas le pas de la Ouais. publicité, Oui. alors qu'en fait, tu peux commencer avec 20 euros par jour et en fait, tu fais, j'en sais rien, tu fais tourner pendant 5 jours, tu vois, Mm. et tu as perdu 100 euros. Si tu as fait zéro vente, bon, bah, tant pis, et tu as perdu que 100 euros, mais au moins, Mm. tu sais si ton produit, déjà, il y a un attrait. Mm. Moi, j'ai commencé avec 10 ou 20 euros par jour. Donc en fait, l'investissement, il est vraiment moindre. Hein. On ne demande pas de mettre 10 000 par jour sur la table. Et Mm. en plus de ça, si ça marche, il y a de suite un retour sur investissement. Et On met oui, pour 20 le euros coup. par jour. Suffit que nos produits, je sais rien, ils valent 50 euros. Suffit qu'on en vende deux, ben on a mis 20 euros, ça nous fait 100 euros de CA. Donc, il faut que je fasse attention aux chiffres. Parfois, je suis pas très bonne en direct sur les chiffres, mais pourtant, j'adore les chiffres. Mais voilà, et en fait, ça va très vite. Et 3 jours après, grâce à Shopify avec les méthodes Stripe, Shopify Payments, etc., enfin, en e-commerce, on a l'argent sur notre compte. Oui, oui. Donc, en fait, l'investissement, c'est un ROI extrêmement rapide et c'est pas du tout des sommes colossales. Donc, voilà, les personnes qui pourront écouter ça, c'est très important de se dire, en fait, tester la pub. Il y en a trop qui attendent je sais pas combien de temps et qui passent à côté, en fait, de cette source de revenus. Oui. Je veux Mais pas tu sauter as les bien fait. étapes, mais Non, mais justement, je voulais un petit peu que tu mettes le point là-dessus, parce que alors c'est vrai que moi, sur le podcast, pour le coup, j'en ai jamais parlé vraiment de la publicité. Et c'est pour ça, c'est une belle intro, je trouve, à ça. Parce que c'est vrai que moi, je suis plutôt dans le côté organique, réseaux sociaux, créer ses pages produits, etc. Voilà. Mais la publicité, moi personnellement, j'en fais et j'ai des bons résultats aussi parce qu'on a des résultats immédiats et surtout, toi, ça t'a permis d'aller tester tout de suite le marché et de voir si ça prenait ou pas. Ça t'a permis aussi de gagner du temps et le temps, on le sait, c'est de l'argent aussi. Hein, donc c'est une certaine manière plutôt que de t'épuiser à faire 15 000 posts Instagram. Tu t'es dit voilà, je mets ce budget-là et je vois si ça fonctionne. Et puis s'il y a besoin, j'arrête. Comme tu l'as fait, tu l'as relancé, tu as peut-être retravaillé un peu ton message publicitaire, peut-être tu l'as plus orienté côté Covid, pourquoi pas. On a besoin, on est chez soi. Justement, c'est le moment de prendre soin de sa peau, etc. Enfin, donc par rapport à ça, moi je trouve que la publicité, oui, elle est intéressante et de voir en plus que pour toi ça a donné des résultats intéressants. Après, je voulais revenir aussi sur quelque chose et ça, pareil, j'en parle beaucoup sur le podcast, notamment sur les photos. Moi, je reste persuadée qu'aujourd'hui c'est hyper important. Moi, je vois encore trop des comptes où les photos, ça manque un petit peu de lumière, on sent qu'il n'y a pas vraiment d'harmonie et c'est normal. On se lance un petit peu la tête dans le guidon, on se dit on va faire un compte Instagram, on va vite faire quelques photos à droite à gauche, alors qu'il y a quand même vraiment du travail. De ce que je comprends, toi, tu as été vigilante à ça, tu as demandé à une copine, déjà tu as investi. Bon, alors après, on peut faire des belles choses avec un smartphone, tu as pris un réflexe, mais tu as fait une petite mise en scène, etc. Ça, pour toi, ça a joué, tu penses, le fait d'avoir des belles photos? oui, oui, oui. Je pense que, voilà, l'amie à qui j'avais demandé, elle s'était faite les cheveux avec les petites Eh oui. bouclettes. Hem, voilà, avec le réflexe, il y avait quand même une très belle qualité d'image, donc Oui, de quand suite, même. ça faisait, sérieux. Oui. J'avais pris le parti aussi de suite, moi, de mettre des visages de femmes sur mes photos parce que la thé d'oreiller en soie pourrait être considérée parce que je suis partie en monoproduit, hein, au démarrage, j'avais que la thé d'oreiller en Mmh. soie. Et j'aurais pu considérer que je prenais la thé d'oreiller en soie un peu en nature morte sur le lit sans personne autour. Et Ouais. moi, j'ai toujours voulu associer, et c'est venu d'ailleurs, encore une fois, je pense, un peu une question de bon sens, c'est venu naturellement de me dire, bah, en fait, non, je fais ça pour les femmes. Enfin, en fait, je veux qu'il y ait des femmes sur mes images qui montrent la douceur de la soie au contact de la peau. Ouais. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui a pris par rapport à mes concurrents qui, à ce moment-là, bah, faisaient des photos juste de thé d'oreiller en Produit. soie avec personne autour, Mmh. produit, quoi. Mmh. Moi, je l'ai rendue beaucoup plus vivante. C'est comme aussi quand on grasp, quand on
quand on prend le produit entre les mains ou quand on le met comme ça, bah, c'est des choses qui vont beaucoup plus convertir. Bon, ça, je l'ai su après, mais d'office, j'avais ce sentiment parce qu'encore une fois, je me disais, bah, moi, c'est un peu comme un doudou, ma thé d'oreiller en soi. Donc, en fait, je voulais remettre ça à travers les images. Et je pouvais pas faire ça. Bon, les iPhones, en plus, à ce moment-là, il n'y avait pas encore tout ce qui était 11 Pro, etc. Tu vois, c'était il y a 4 ans. Oui, oui. Donc, il y avait peut-être le 11 Pro déjà, j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, je me suis dit, il faut vraiment une photo qualitative. Donc, ça a forcément aidé. Et je trouve que c'est indispensable s'il y a bien une chose, les créateurs de marque, il faut des beaux visuels, il faut une charte graphique. Ça très rapidement, hein. Moi, j'ai un peu fait, comme je t'avais dit, les choses pas forcément dans l'ordre. Ouais, alors dis-moi la suite. Si peu qu'il y ait un ordre établi, hein, mais Mm. vu que moi je viens pas du milieu du marketing, j'étais plus chef de projet, logistique, achat, industrie. Bah en fait, toutes ces notions, je les avais pas moi, même de charte graphique, de brand book. Là, je suis encore, bah, tu vois, aujourd'hui seulement, je suis en train de faire un brand book. Enfin, tu vois. Et en fait, voilà, c'était plus le bon sens où quand on aime son produit, c'est déjà beaucoup plus facile. Et donc, belle photo. Et derrière, j'ai fait mes pubs. Et derrière, j'ai commencé à faire l'Instagram. J'ai pris une stagiaire pour faire l'Insta parce que c'est pas quelque chose qui me parle particulièrement. Enfin, j'adore Instagram, mais faire tout le feed d'avance, etc., c'est pas trop ce que j'aime. J'ai pris très rapidement aussi quelqu'un en SAV que j'ai d'ailleurs trouvé à Madagascar parce que c'est très important de s'entourer assez vite. Mm. Et pourquoi je l'ai prise à Madagascar? Parce que faut pas rêver quand on lance une marque. Enfin, moi, je l'ai fait en fonds propres. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai levé 0 fonds. C'est le peu de cash que je me faisais en fait des premières ventes qui m'a permis de suite acheter mon stock et de pouvoir à chaque fois réinvestir. Donc, et puis j'avais le chômage aussi, hein, faut pas se leurrer. J'ai pu partir avec un chômage et ça aujourd'hui, bah merci parce que je l'ai vraiment utilisé à bon escient pour créer ma boîte. Donc tout ce cash, bah, je le réinvestissais en fait pour faire les stocks, pour faire de jolies images. Mais j'ai pas fait de business plan. J'ai pas fait de charte graphique dans les premiers temps. J'ai pas fait d'études de la concurrence. J'ai pas fait d'études de marché. J'ai pas fait de SWOT. J'ai pas fait de pestel. De Pestel, j'allais te dire. Trop hypothétique pour moi, hein. Enfin, en fait, c'est bien. Je pense que si on peut le faire, tant mieux. Mais ceux qui hésitent, en fait, faut surtout pas se trouver des excuses pour retarder le lancement. Il y a qu'une chose qui marche, c'est le test and learn. Test and learn. Et, et moi, ma marque, quand je l'ai commencé, mon site Shopify, il était pas beau, pour rester poli. C'était vraiment, je l'ai fait avec le début, qui existe même plus d'ailleurs, le thème début. Derrière, j'avais mis un j'aime page, donc des éditeurs de pages e-commerce, sur lequel on a un peu plus de possibilités de visuel, de design. Mais enfin, j'ai des photos encore par rapport à celui que j'ai aujourd'hui, que j'ai refait il y a seulement 1 an. Et ben en fait, Oui. ça a quand même marché. C'est-à-dire que j'avais un site qui était pas top. Les photos, j'avais fait attention, par contre. Voilà. Mm. Voilà. Mais le site était pas top. Et finalement, bah, avec un site pas top, avec un thème gratuit Shopify, bah, j'ai fait 1 million. Donc, comme quoi tout ça, et sans avoir fait d'études de marché. Et c'est là où je pense que ouais, vraiment, c'est parfois faut se lancer. Faut pas. Les business plans, c'est pour les banques. Clairement, Mm. on se le dit, c'est quand Pour il les faut levées de fonds, peut-être, pour les ouais. levées de fonds, Mm. cela. Et moi d'ailleurs aujourd'hui là, je vais aller chercher des fonds. Donc là, je dois me mettre d'équerre par rapport à tout ça. Quand on me Bien demande, ah sûr. mais vous avez un PNL, un business plan, un brand book? Non, j'ai pas. Bon, bah, je vais faire. Voilà. Mais en fait, il y a que le marché qui va dire. C'est ça. Voilà. Et c'est vrai que sur ça, la publicité, encore, on y revient, mais c'est là où tu as vu que finalement, avec quelques belles photos, un site, bon, je suis sûre qu'il était très bien. On a tendance quand même à être un peu exigeant avec soi-même, mais bon, en tout cas, ça a converti. Tu commençais à avoir des commandes, et c'est là où tu t'es dit, bon, ben, feu. Et c'est là où tu es finalement, donc si je comprends bien, 2-3 ans après, en train de structurer, entre guillemets, je dis pas que ça l'était pas avant, attention, mais que tu es en train de remettre un peu d'équerre tout ce qui est études de marché, pastel, plan de business, etc. Ouais. Ok, donc c'est arrivé. Et donc
toi, tu m'as dit, parce que j'aime bien aussi sur le podcast, tu vois, qu'on parle des réseaux sociaux, toi, tu as fait le choix, donc tu as d'abord lancé la pub, donc tu as fait quoi? Du dark post, ce qu'on appelle, c'est des publicités, même si tu n'avais pas de post sur ton compte Instagram, c'était juste de la publicité Exactement. pure, quoi. Ouais, ouais. Moi, c'est presque l'inverse. Je ne savais pas qu'on pouvait sponsoriser les posts. Oui. Donc, en fait, moi, j'étais directement sur le business parce que j'avais pris une formation méta. Aujourd'hui, bon, il y en a plein, pas forcément Bien très sûr. cher, juste méta. Et donc, j'avais suivi cette formation un peu à la lettre. Et je faisais les différents formats pour bien mettre sur le feed, sur le post. Les réels étaient un peu moins à ce moment-là. Je faisais quasiment que des images parce que les vidéos, plus complexes. Et ça marchait très bien en images. Et c'est Oui, sûr que, oui, pendant le Covid, en tout cas, les coûts d'acquisition étaient, je dirais, quasiment 3 à 4 fois moins chers qu'aujourd'hui. et Donc, aujourd'hui, quand c'est j'investis 1 euro, moi, ça me rapportait quasiment 5. Euh, c'était. Donc, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'avais même, quand parfois je mettais 1 euro sur une pub, ça me rapportait 7 ou 8. Donc, ah oui, c'est-à-dire ROAS, le ROAS, Return ouais. on Ad Spend de 8. Et moi qui connaissais pas les pubs, bah, dès que j'avais un ROAS de 3 ou 4, je dis, oh non, ouh là là, c'est mauvais ça. Ouh, je retirais la pub. Ah oui, d'accord, alors c'était énorme, tu te rends compte? Eh oui, oui, mais c'est normal. Eh oui, oui. Donc, ce qui fait que j'avais la publicité, vu qu'elle n'était pas chère, enfin, ou du moins qu'elle rapportait, très rapidement, je me suis prise au jeu de la pub et j'ai investi 1 000 € par jour. Donc, c'est comme ça aussi, bien sûr, que j'ai réussi à faire ce chiffre d'affaires parce que j'ai investi dans la pub. Mais encore une fois, investissement moindre parce que quand je mettais 1 000 € par jour, 3 jours après, j'avais 5 000 de CA qui tombaient sur mon compte. Bien sûr. Oui, oui, bien Voilà. sûr. Mais c'est vrai que des fois, il peut y avoir un blocage, même s'il est très rapide, de se dire. Mmh. Mais bon, moi, je ne peux que inciter les personnes à essayer la publicité aussi par rapport à voilà. Alors après, je pense que je vais prévoir un épisode de podcast sur un petit peu tout ce qui est termes ROAS, justement dark post, etc. Parce que je sais pas si l'audience est bien au fait de ce vocabulaire qui est quand même très spécifique et particulier à la publicité. Mais voilà, moi, je voulais vraiment qu'on mette ça en avant parce que je trouve ça très très intéressant. Avant qu'on arrive sur les réseaux sociaux, je voulais aussi revenir sur les photos. Euh, T'as pas fait appel à un photographe. C'est Pas au ça aussi. démarrage, ouais. Ouais, tu vois. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que il faut oser et demander peut-être à une copine, faire quand même bien les choses. Et le site, pareil, t'as pris le premier thème, c'était peut-être pas le meilleur, voilà. Mmh. Mais t'as osé quoi. Et ça, Mmh mh. c'est un petit message aussi. Il faut y aller en essayant de bien faire les choses. Alors peut-être pas tout. Ok, on est d'accord, on fait pas le business plan. Mmh. Euh, Après, tu as quand même fait, entre guillemets, une étude de marché. Enfin, j'exagère, tu as regardé quand même ce qui se faisait déjà. Toi, je sais pas où tu l'avais eu, ta tête d'oreiller, du coup, que tu avais depuis 10 ans. Tu Je l'avais. l'avais acheté chez quelqu'un qui était, une société qui est en UK. D'accord. Ah oui. Voilà, parce qu'il y avait personne en France d'ailleurs à ce moment-là. Oui. Maintenant, il y a un peu plus de monde. Oh oui, 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 c'est bien arrivé. Je pense que certains en fait aussi, ont vu, je pense le succès de la marque, et j'ai eu beaucoup de marques derrière qui ont suivi, qui se sont, développées. Donc ça, on peut rien y faire. De toute manière, quand on a du succès quelque part, en général, il y a rapidement des personnes qui sentent le créneau et qui arrivent et c'est comme ça. Donc c'est pour ça que moi, ça me fait pas peur de donner des chiffres ou de donner mes méthodes parce que je pense que la même marque, comme je te disais tout à l'heure, la même marque qui, hem, demain une marque concurrente qui se lance, elle va reprendre ma méthode, ça ne va pas marcher. C'est vraiment, chaque chose est propre à sa marque et en plus, je me mets pas non plus trop en avant sur ma marque, mais quand même un peu, je l'incarne un peu et ça, c'est impossible à appliquer aussi. Donc en fait, moi, ça me fait pas peur et c'est pour ça que je dis toujours à tout le monde, mais n'hésitez pas à parler de votre projet. Et au mieux, s'il y a plein de concurrents, eh bien, vous savez quoi? Ça va permettre à ce qu'il y ait plus de monde qui connaissent le produit. Moi, c'est ce que je me dis aujourd'hui, ça me dérange pas qu'il y ait d'autres concurrentes. Moi, j'ai ma différenciation, aussi travailler la différenciation. Ça, par contre, c'est un point que j'aurais fait plus tôt. Merci. Mais je l'ai quand même senti très tôt aussi parce que je me suis dit, je veux une thé d'oreiller made in France. Et je veux avoir 2 thés d'oreiller. Une qui est faite en Asie, dans une qualité incroyable, on travaille avec des ateliers top, mais je voulais apporter de la valeur localement. Je voulais avoir un atelier en France que je puisse aller voir avec, des gens qui travaillent mon produit,
et donc in fine aussi, contribuer à l'emploi localement. Et donc ça, pour Émilie Spilot aujourd'hui, ça c'est notre différenciation, c'est qu'on est la seule marque aujourd'hui à faire du satin de OK. soie en France. Et ça, c'est vraiment un credo aujourd'hui que je peux dire et qui me différencie des autres marques. Eh oui, oui, complètement. Et après, tu venais aussi sur quelque chose, c'est tu le disais en début d'épisode, sur le fait que tu étais la meilleure ambassadrice aussi de ton produit. Mmh. Et que donc tu pouvais en parler. Et ça rejoint un peu ce que tu disais là à l'instant sur l'incarnation. C'est important. Pour moi, ça fait partie. Un élément de différenciation, c'est le créateur lui-même. C'est le fondateur. C'est celui qui a eu l'idée. C'est celui qui raconte un petit peu l'histoire, qui a vu, comme tu le disais au début, que toi, ça allait mieux sur ta peau, ça allait mieux sur tes cheveux, etc. Et ça, alors oui, la différenciation, on dit, Marie, elle n'a pas pensé à en parler, alors que c'est quelque chose que je recommande toujours. Il y aura toujours quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, qui fera soit exactement comme toi, enfin exactement jamais, mais qui répondra, on va dire, avec le même produit aux mêmes besoins. Soit dans tous les cas, on avait déjà avant des thés d'oreiller, qu'elles soient en soie, en satin ou en, je sais pas, les autres matières. Ouais. Mais donc dans tous les cas, il faut se différencier sur un sujet. Donc ça va être par exemple toi par le fait que c'est fait en Made in France, par aussi qui tu es, la personne. Au début, peut-être que est-ce que tu te mettais plus en avant au début, maintenant que la marque a peut-être un peu grossi, je sais pas s'il y a une équipe, est-ce que tu te mets un peu plus en retrait? C'est arrivé comment? Non, l'inverse. En fait, c'est plus au départ où je voulais pas trop me montrer. J'avais un peu au démarrage, comment dire, cette timidité, enfin je sais pas, mais en tout cas, je voulais pas afficher. En fait, je viens de l'aéronautique quand même et j'étais responsable industrielle du réservoir d'huile, donc dans la mécanique. J'allais voir les mécanos, les soudeurs. Ah oui. Et moi, j'ai vu que j'ai complètement changé. J'avais presque un peu cette peur du qu'en dira-t-on. Voilà, c'est ça en fait, la peur du qu'en dira-t-on. Et surtout, voilà, mes anciens collègues, je me suis dit: «Mais ils vont se dire celle-là, elle a complètement fumé la moquette, hein». Elle était il y a pas longtemps dans les ateliers avec des réservoirs d'huile, dans l'huile, et là, elle est dans la soie. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Donc j'avais vraiment ce qu'en dira-t-on. Et aujourd'hui, mais je l'ai complètement dépassé. Mais alors là, j'en suis tellement loin du qu'en dira-t-on, de ce parfois même, je me dis: «Oui, oui, bah, allez-y, voilà, mes équipes me demandent: «Est-ce que Laure, tu peux faire un réel, où tu dis les bienfaits de la soie?» Je suis à peine coiffée et tout, c'est pas grave, on y va. Et en fait, c'est ce qui marche aussi, et ça me dérange plus du tout de montrer mon visage, sur, les réseaux, enfin ma personne. Et c'est pas du tout par, besoin d'être connue ou tout ça. C'est que je sais que ça va incarner la marque, Bien que sûr. les gens, en fait, ils vont beaucoup plus faire confiance à ce que je vais dire, ou d'ailleurs, on y viendra peut-être après, des influenceuses aussi, mais que, n'importe qui d'autre, qui va parler, c'est très important, en fait, de se mouiller un peu, ça rassure. Et ouais, ça c'est aussi, je dirais, un autre conseil pour les personnes qui démarrent. Hem, il faut se montrer. Le qu'en dira-t-on, en fait, ça, c'est que quand on a encore le qu'en dira-t-on, c'est qu'on est encore au début de son aventure entrepreneuriale. Voilà, basta. C'est qu'on n'a pas encore assez de traction ou pour se dire: «Je me montre». Et surtout pensez, quand vous avez peur à vous montrer, pensez qu'en fait, en vous montrant, tout simplement, pensez à votre vision, à votre, un peu, à pourquoi vous le faites. Et si derrière ça, vous savez que vous allez aider des gens, eh bien, en fait, faites-le tout simplement, je dirais presque par générosité, et arrêtez de penser Ah arrêtons de oui. penser à nous-mêmes, en fait, et au Ouais, qu'en ouais. dira-t-on, parce que ça, c'est propre à nous. Finalement, c'est de l'ego. Alors que se montrer sur les réseaux, ça, c'est de la générosité, on peut dire. Voilà, c'est des grands mots, tout ça, mais je pars vraiment de ça. Je me dis, si on a un produit qui peut aider des gens, qui peut apporter plus de douceur, qui peut, eh ben, en fait, go, quoi. Bien sûr. C'est intéressant parce qu'on pourrait croire que si on se montre justement, c'est pour se montrer soi, alors que pas du tout. L'idée, c'est derrière euh, de parler de son produit. Ça serait presque le, le monde a besoin de le savoir, donc il faut en parler. Effectivement, faut se montrer. Et ça, je le sais, je le répète souvent à mes auditrices et à mes clients. Il faut se montrer. Alors voilà, parce que pourquoi plutôt acheter chez toi que chez quelqu'un d'autre? Le fait de connaître la personne, de mettre un visage, de connaître un petit peu son histoire aussi. Il y a un peu de storytelling aussi au niveau de la marque, surtout quand on est sur des marques si proches de son public. C'est hyper important, donc merci de le souligner. Avec plaisir. Si on revient sur les réseaux, tu me disais donc voilà, tu as lancé la pub, enfin le site, la pub,
Et après, tu as lancé le compte Instagram. C'est arrivé assez rapidement. Tu as décidé de partir au départ sur Instagram. Tu es allé sur d'autres réseaux. Comment ça s'est passé un petit peu ton histoire avec les réseaux sociaux? J'ai créé donc Facebook, Insta de suite. Insta, j'ai mis les 3-4 photos quand même que j'avais prises parce que c'était important que les gens, je me suis dit, ceux qui vont faire un peu leur étude de marché avant d'acheter, qu'ils voient qu'il y a une présence sur Instagram. Donc voilà, c'est là où je me suis mise, on va dire, à poster sur Insta. Et vu que je faisais de la publicité avec des gros budgets, les gens venaient suivre ma page. Donc aussi effet vertueux de la Cercle publicité vertueux. où finalement ça augmente aussi la communauté. Et après je me suis dit bah, ce serait bien d'avoir quelqu'un qui gère l'Insta de façon un peu plus régulier. Donc j'ai pris une stagiaire voilà de 6 mois et je lui ai passé l'Insta avec les photos que j'avais prises toujours moi-même. Mais au bout d'un moment, donc ça au bout d'1 an, même pas, je me suis dit: «Bon, il faudrait des vidéos professionnelles pour encore augmenter, ta ta visibilité et ton professionnalisme, en fait, l'aspect professionnel de la marque». Donc j'ai organisé un énorme shooting, enfin un énorme à mon niveau, hein, mais à Paris, où j'ai dû réserver 2 nuits dans un appartement Airbnb, type haussmannien, parce on est obligé de réserver 2 nuits parce que le shooting à 6 heures du matin, on est levé en train de tout repasser, tout préparer et puis moi je voulais faire un super shooting très fun, donc j'avais fait venir des traiteurs, beaucoup de champagne et toutes les copines et il y avait qu'une mannequin, il y avait 10 copines Ah, et en excellent. même voilà. Et mais bon, après maquilleuse, photographe professionnel qui prend entre 1 500 et 2 000 hein, pour 50 pour environ oui, entre 50 et 60 photos, je pense. Euh, et je l'avais identifié, enfin vraiment, il était super. J'ai fait venir aussi des vidéastes et tout ce monde était dans un appart de 100 mètres carrés, même pas. Donc ça, c'était vraiment une journée assez incroyable. On est rincé à la fin d'une journée de shooting, Oui. mais c'était incroyable, c'était la fiesta. Par contre, j'ai interdit à tout le monde de prendre une seule goutte de champagne. C'était la récompense à 16 heures ou 17 heures, parce que sinon, de suite sur les photos, ça se voit en fait, et faut vraiment pas faire ça pendant le shooting. Super. Mais, mais voilà, et ça m'a permis de suite. Je crois qu'aussi que le shooting se soit passé dans la joie. Voilà, ça c'est une valeur qui représente d'ailleurs la marque. Ça a été ça s'est ressenti sur les photos et voilà et donc après, ça aussi j'ai pu faire de super bulles qui a encore plus cartonné parce que les visuels étaient encore plus beaux, ça donnait encore plus envie, Oui, de rejoindre l'aventure MXPlay. bien sûr. Et donc, c'est ça que tu as mis en place sur le compte Insta. C'est ce que tu as diffusé un peu. Voilà, c'est Ok. ça, c'est ce qui m'a permis d'avoir un compte Insta qui faisait très professionnel parce que j'avais des photos, faites par des pros Mm. et Super. rien ne remplacera ça. Ah oui, non, surtout quand on est sur du produit. Enfin, je veux dire, c'est la Ouais, photo avant tout qui passe par. Mais tu vois, même tu le disais tout à l'heure, le fait d'avoir, parce qu'on peut pas le toucher le produit quand c'est de la vente, parce que donc toi tu vendais au départ, je sais pas maintenant si ça a changé, tu vendais qu'en ligne, donc on peut pas toucher le produit. Et c'est vrai que le fait de le mettre avec la fille qui dort dessus, tout de suite, d'arriver à ce côté un peu sensoriel, cocooning, etc. Forcément, ça va passer par des belles photos, peut-être même des vidéos si on voit toucher le produit, comment il va glisser sur les doigts ou ce genre de choses. Donc non, mais c'est donc t'es partie sur Insta et après t'as étudié d'autres réseaux sociaux ou pas? alors après Pinterest, Ah, j'allais. que j'ai un peu fait. Qui a bien marché pendant un moment, mais après, je sais pas, ça marchait plus Algo, donc j'ai arrêté et j'ai repris il y a seulement 6 mois. Voilà, via un freelance qui fait ça. Hem, voilà, vous pouvez me contacter, d'ailleurs, s'il y en a qui sont On intéressés, mettra. Oui, je passerai carrément. son numéro avec plaisir et voilà, donc j'ai fait Pinterest. J'ai essayé TikTok il y a 1 an, ça n'a pas pris. Tout le monde dit TikTok, faut s'y mettre et cetera. Moi, je crois que ou du moins en France, sur ma niche, avec mon panier moyen, enfin, j'ai quand même une thé d'oreiller aujourd'hui à 64,90. Il va y avoir de l'intérêt, mais j'ai pas l'impression que ça Mais va pas l'achat. convertir. Mm. Voilà. Après, peut-être que si je passe par des pros, et cetera, ça va le faire, hein, mais j'ai pas décidé encore d'investir sur cette plateforme. Moi, c'est clairement Insta et Google. Google, par contre, j'ai eu le regret de pas y aller assez vite sur Google. J'étais focus publicité sur Meta et c'est que je pense 8 mois après que je me suis dit, bah tiens, Google,
J'ai regardé rapidement, je me suis dit: «Ouh là, trop complexe». Moi, j'étais habituée, à Meta, je me suis dit: «Google, là, c'est encore une autre paire de manches». Je crois que j'avais une lassitude à me former sur tous les sujets à un moment donné. Et là, je me suis dit: «Délègue, de toute façon, délègue». S'ils font du bon taf, ça sera quand même rentable. Donc voilà, j'ai délégué Google et ça marche très bien Google aussi. Donc la Donc publicité, hein, on est d'accord, tu parles de bien sûr, publicité. ouais, Oui, bien oui. sûr, voilà. Oui, parce que le SEO, je l'ai travaillé assez tôt, mais sur la publicité, oui, en fait, j'ai mis aussi des budgets assez importants, pendant la période covid, là, sur la fin justement du déconfinement avec les couvre-feux et tout et ça marchait bien aussi à ce moment-là et Google, en fait, ça permet d'aller trouver des clients parce que c'est des clients qui sont déjà quasiment chauds sur Google. C'est ça qui est bien. Mmh. Quand je dis chaud, c'est qu'ils viennent taper Le thé mot-clé. d'oreiller en soi. Voilà. Alors que sur Meta, bah, parfois, on peut un peu embêter les gens, il faut dire ce qui est, Oui, hein. c'est centre Il y a des d'intérêt, gens, c'est large. thé d'oreiller en soi, c'est quoi ce truc? Heu et alors que là, les gens viennent taper thé d'oreiller en soi. Donc en fait, derrière, c'est juste, il faut qu'ils choisissent. Et c'est là où l'expérience sur le site internet doit être une expérience avec la différenciation qui va bien, avec les réponses aux leviers, aux freins des consommateurs, avec des belles photos. Bah, c'est ça où les gens, dans leur benchmark, vont choisir votre site. Alors que votre site en organique est encore en troisième ou quatrième page sur Google, bah, finalement, ça peut vous propulser en première page de façon payante. Vous pouvez ressortir tout en haut d'une requête parce que vous faites de la publicité. Oui. Et ma- Souvent, ce qui est conseillé, c'est effectivement quand on met du SEO, comme on sait que ça va être long, le temps que les robots y passent, il faut quand même fournir pas mal de contenu, il faut être régulier, etc. En publication sur son site. Ça peut être bien de le compenser avec ce qu'on va appeler du SIA, c'est-à-dire de la publicité sur Google. Donc, ouais. Mais toi, t'es Madame Pub. Je vais t'appeler Madame Pub. Non, mais Ouais. c'est Je vois même pas comment est-ce qu'on peut lancer une marque autrement, en fait, pour tout te dire, mais je serais curieuse, hein, mais ou alors si en faisant aujourd'hui quelque chose peut-être qui marche bien, ça peut être les crowdfunding. Voilà, c'est des choses, voilà. Mais pour moi, c'est en parallèle, c'est pas ou, c'est et. oui, À minima, c'est et. Aujourd'hui, on va faire une marque qui est sérieuse, il faut faire de la publicité. C'est tout. Point, quoi. ouais. Désolée, hein, je sais pas si c'est ce que tu Ah non, 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 si mais c'est ça, non, mais si. voilà. Si, parce que ça n'empêche pas que derrière, il faut quand même avoir des réseaux sociaux. C'est ce que, en fait, c'est exactement ça. C'est le et, c'est pas le ou. C'est est-ce que je fais ça ou ça, c'est finalement, faut faire les deux. Et clairement, moi, je te dis, la publicité, moi, j'en ai testé beaucoup cette année, ça fonctionne, j'ai des bons résultats. Puis il y a le côté cercle vertueux. Les gens me disent, mais aussi, tes abonnés ils augmentent. Ben oui, parce que je vais proposer quelque chose qui fait que soit ils arrivent sur le site, soit ils récupèrent un PDF, un contenu, etc. Et ils viennent s'abonner parce qu'après, ils trouvent ça intéressant et ils viennent rejoindre l'aventure. Et c'est ce que tu disais aussi, la publicité, toi, a permis aussi aux gens de découvrir ton compte Instagram, de voir les belles photos, de voir l'ambiance. Je sais que tu es pas mal active en story aussi. Donc, ils ont envie de se plonger dans l'histoire, dans les backstage de la marque, donc ils s'abonnent. Donc, pour Et moi, bah oui, c'est et pas en l'un ou plus de l'autre. ça, ça fait même ceux qui, par exemple, le pop-up de bienvenue sur le site. Alors, nous, c'est soit tous les mois, on offre des cadeaux, en fait, inscrivez-vous. Et donc, des gens qui ne vont pas forcément acheter laissent leur email. Et ça, après, toute cette base email que l'on constitue, que l'on fait grandir grâce à la publicité, c'est encore une fois le cercle vertueux. Par contre, il ne faut pas juste s'arrêter à faire de la publicité, c'est tout un écosystème pour être C'est rentable. ça. Et dont le emailing qui est très, très, même si vous avez une base seulement de 500 clientes, enfin 500 emails d'ailleurs, pas forcément clientes, 500 personnes qui se sont inscrites à votre newsletter, etc. Il faut faire euh, du mailing une fois par semaine. Voilà, c'est pas grand-chose, mais en fait, votre base email, ça vous appartient et c'est ce qui est le plus rentable de tout ce qui peut exister aujourd'hui. Toi, justement, en termes de revenus, c'est un super sujet, tu as très bonne intro pour la suite. C'est la pub, c'est l'emailing, c'est les réseaux sociaux. La meilleure source de revenus que tu peux avoir, c'est quoi aujourd'hui? C'est les réseaux sociaux. Ça reste les réseaux C'est les, sociaux, plus que l'emailing. ça, alors en termes de chiffre d'affaires, oui. D'accord. Après, en termes de rentabilité, non. Oui. C'est-à-dire que t'as une meilleure conversion sur l'emailing, mais par contre, tu vas Mhm. avoir plus de ventes grâce aux réseaux sociaux. Oui. Ok. Via Instagram, du coup, principalement. Facebook, peut-être un peu? Google.
Enfin, oui, qui n'est pas un réseau social finalement, mais si on parle de publicité, Google et Meta. Ouais. Oui, ok. Donc, publicité, d'accord, c'est ton premier revenu. Et en dehors de la publicité, après, c'est quoi? C'est plutôt l'emailing ou plutôt, quand j'appelle les réseaux sociaux, là, dans le côté plus organique? C'est-à-dire, est-ce que c'est des posts Instagram ou ce genre de choses? Alors après, ça va être en effet du post Instagram organique. Aujourd'hui, on a une communauté sur Insta de 17 000. Donc aujourd'hui, quand on poste et qu'on met des liens, il y a forcément un léger impact. Donc ça va être aussi en organique, ça va être l'emailing, ça va être le SEO que aujourd'hui, bah, on est quasiment deuxième en fait. En général, on est deuxième sur la requête T d'oreiller en soi. Bien joué. Donc première page Google. Donc ça génère aussi du revenu via le SEO. Et alors ça, bon, bah, c'est le meilleur revenu au monde, hein. Donc voilà, c'est mes autres sources de revenus, c'est ça. Après, l'influence aussi, j'en fais, mais j'en fais peu. Moi, ça avait pas forcément pris l'influence, je trouve ça un peu complexe. Là, je vais m'y remettre, mais voilà, à un moment, faut prioriser en fait et j'avais pas le temps, enfin, quand on veut être sur tous ces créneaux-là, en fait, il faut une équipe de 10 personnes, clairement. Quand on veut être partout, c'est minimum 10 personnes dans l'équipe, hein. C'est entre la création de visuels constants, faut quelqu'un qui soit quasiment 100 influence pour identifier les influenceurs, Pour suivre le euh, travail. pour les suivre, livrer, vérifier le contenu, autoriser la diffusion, le paiement, la facturation. Surtout C'est un maintenant, travail à plein temps. maintenant, il faut faire, c'est hyper surveiller tout ce qui est influence. Donc voilà, il Ouais, faut bien suivre aussi ce que font les influenceurs ou leur ouais, agence pour pas se ouais. retrouver nous épinglés Mm, mm. à des sujets non Ouais. souhaités par le gouvernement. Ah oui, voilà. Ok. Donc tu as raison sur le côté, il faut aussi prioriser et pas partir sur tous les Mhm. sujets. Donc toi, l'influence, quoi, c'est en 2024, c'est ça? Alors, Tu as influence, essayé j'en ai pour. toujours un peu fait, hein, mais c'est souvent via des influenceuses que je vais rencontrer dans la vraie vie. Euh, voilà, avec qui on sympathise. Et d'ailleurs, même par exemple, une directrice d'une grande marque de lingerie m'avait dit, c'est carrément la directrice marketing qui écrit et qui garde contact avec les créatrices de contenu. En fait, les créatrices de contenu, c'est plus simple en plus d'en avoir peut-être un pool de 10, 15 que de tout le temps aller en chercher. Et donc, une fois que vous avez vos 10, 15, vous leur demandez de poster peut-être 3 mois, 3, 4 mois d'affilée. Après, il faut faire un stop parce qu'au bout de 3, 4 mois, ils ont pas mal bombardé leur audience. Mais dans l'année, voilà, faire 3, 4 mois avec elles. Mais par contre, il faut tout le temps garder ce lien. Et moi, je sais, je le fais pas assez d'ailleurs parce que sur Instagram, je pense que je passe 1 heure par jour, pas plus, même C'est déjà pas. pas mal, hein. Oui, c'est déjà pas mal. Mais Bah bon, ouais. pour une dirigeante de marque, je pense que je suis soft. Mais, mais je pense même pas si je regarde mes stats. Mais ce qu'il faudrait, c'est que j'aille à chaque fois bah, voir Garder les contact. créatrices de contenu, faire les petits commentaires, garder un lien. Et garder ce lien avec voilà, et c'est comme ça qu'elles vont parler de votre produit parfois même sans que vous le demandiez parce qu'en fait vous devenez un peu Ambassadrice. Elles deviennent un peu ouais, elles deviennent ambassadrices. ambassadrices et puis vous avez établi un lien avec elles qui n'est pas faux d'ailleurs parce que moi je peux pas travailler avec des gens où ça va pas passer. Donc donc voilà, mais c'est important si vous voulez faire de l'influence d'identifier, de vous dire il faut mieux que j'en ai 5 mais je communique avec elles régulièrement. Je me mets des alertes, je les mets en favori comme ça quand j'ouvre mon Insta, bah je peux garder ce lien avec elles. Voilà. Ouais, Aujourd'hui, carrément. moi, l'Insta, je la vois que d'une façon professionnelle. Tu vois, Instagram est un outil professionnel pour moi. Je ne le vois pas comme un réseau social. En vrai, c'est très rare que je scrolle. Enfin, je sais ce que je vais faire sur Instagram. Je vais pas perdre mon temps. Pour moi, c'est un outil professionnel. Voilà. Bien sûr. Et je pense que pour les personnes qui nous écoutent, c'est pareil. Alors, c'est un outil professionnel et aussi de connexion, comme tu disais, mais dans un but professionnel. Et souvent, de toute façon, après, on va échanger avec soit des créatrices de contenu, soit des Mhm. clients, soit de potentiels collaborateurs. Mais ça reste, oui, dans un objectif professionnel. Mhm. C'est sûr. Mhm. Et selon toi, jusqu'à présent, ça a été quoi ton plus gros challenge en termes de communication en ligne? Ça a été justement plus me montrer. Voilà, Ah ça a oui, été ça. revenir sur ça. Ouais, je pense que s'il y a eu un challenge, c'était ça.
Mais bon, ça s'est fait naturellement. Tu vois, ça m'empêchait pas du tout de dormir la nuit. Non, un autre challenge sur les réseaux. euh, ouais, ça a été si aussi bah, l'influence. Comment faire de l'influence, quelle stratégie d'influence mettre en place. Parce que j'ai justement aussi des concurrentes qui font énormément d'influence. Et je pense qu'elles m'ont pris énormément de parts de marché grâce à ça. Alors que je me disais, bah mince, euh, ouais, et trouver ma différenciation. En fait, je l'avais depuis toujours la différenciation, mais vu que je viens pas du marketing, je l'avais pas identifiée telle quelle et je me disais pas que c'était ça qu'il fallait que je mette en avant aussi et que Ah c'était pour oui, ça que les gens allaient venir chez moi. Donc, euh, donc voilà, c'était ça aussi, comment avoir l'angle qui fait que finalement, j'ai vraiment ma patte. Voilà, j'ai vraiment quelque chose d'unique. ouais. C'est intéressant ce que tu dis, c'est que pour toi c'était évident, mais t'arrivais pas à finalement c'est pas que t'arrivais pas, c'est que t'avais pas peut-être imaginé qu'il fallait que t'en Oui, parles, que justement c'était oui, ça qui allait faire la différence finalement de toutes les oui. autres entreprises finalement. C'est Mais souvent, de toute façon, c'est ça. On a la tête dans le guidon. Des fois, on a juste besoin de faire un petit, Mm. c'est pas sur le côté pour se dire, bah oui, en Oui, fait. Et ça, souvent, c'est parler avec les gens aussi. Alors, je sais pas comment toi, tu as eu le déclic, mais c'est de parler avec les gens et peut-être ils vont toujours te poser la même question, mais qu'est-ce qui te différencie, etc. Et c'est là que tu te dis, ah oui, c'est vrai que ça, je l'ai pas dit. Parce que moi, souvent, c'est des potes, ils vont me dire, bah, pourquoi t'en parles pas? Bah, je sais pas, ça me paraît évident. Bah non, Marie. Ah bah oui. Tu vois, ce genre de choses. Enfin, je sais pas si c'est ce qui s'est passé, mais c'est intéressant. ouais, plus ou moins. Et c'est surtout que sur les publicités, par exemple, ou même sur les réseaux, je voulais parler des avantages du produit, des avantages un peu intrinsèques, euh, beaucoup plus doux que le coton, hypoallergénique. Et donc, en fait, je disais tout ça, mais euh, même si on a une très belle soie, tous ceux qui vont vendre des thés d'oreiller en soie vont aussi mettre en avant ces arguments. Exactement. Donc, en fait, je me retrouvais, je disais les mêmes arguments parce que quoi qu'il arrive, une belle soie, ça a toutes ses propriétés. Et en plus de ça, c'était quelque chose où les gens pouvaient rapidement venir me le piquer, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Je mettais 2 jours après, je voyais une pub avec les mêmes arguments. Et ça, c'est très dur hein, quand on est sur un milieu voilà, concurrentiel comme le mien. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais attends, mais eux, ce qu'ils pourront pas venir dire, c'est que par contre, il y en a aucun qui a poussé la production en France. Et Ouais, ça, il faut que je le mette en avant parce que bien sûr. ça montre le sérieux de la marque, l'engagement de la marque. Euh, voilà. Et c'est là où je me suis dit, alors pour autant, je mets pas que ça en avant parce que c'est pas comme ça aussi. Il faut faire découvrir le produit. Donc il y a cette notion. Faut alterner en fait dans nos communications entre les avantages produits, entre pourquoi nous c'est une belle soie, quelle est notre différenciation donc fait en France. Euh, voilà, mais si je mets que aussi le Made in France en avant, bah, en vrai, c'est pas ce qui va faire vendre. Ça, c'est un levier, c'est presque du second levier. Pour moi, il y a les premiers leviers, il y a les seconds leviers. Euh, mais par contre, c'est ce qui fait que quelqu'un qui hésite, qui est dans son C'est processus ça. de recherche, il va voir ça, il va se dire, ah ok, et ben c'était l'élément qui me manquait pour que je passe commande chez elle. C'est le Et, petit et plus, voilà. Voilà. Mais pour clairement. autant, par moment, il faut quand même que j'aille sur les avantages produits, sur le fait que ça soit facilement lavable, etc. Donc, ce qui est intéressant avec ta différenciation, c'est que ça te permet finalement, en mettant en avant ce Made in France, d'aller toucher aussi bien une cible qui peut être sensibilisée au Made in France, et on le sait aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Après, il y a quand même une réalité économique. Alors, ça pourrait être un autre sujet de podcast, mais on sait qu'aujourd'hui, le Made in France peut coûter un peu plus cher que du produit Made in Europe ou peut-être dans d'autres pays. Ouais, Mais en même temps, les personnes qui ont envie d'acheter une thé d'oreiller en soie, qui ont envie que ça rentre finalement dans leur bourse, elles vont se dire, OK, je vais peut-être prendre celui qui est pas fait Made in France, parce que tu me disais que tu proposais les deux. Mais finalement, c'est des belles valeurs. On sait que c'est une entreprise, elle a envie de mettre en avant le travail local, de faire travailler le pays. Et donc, ça fait finalement, encore une fois, c'est le fameux cercle vertueux. Parce qu'elle dit, ouais, bah voilà, à y être, je préfère faire confiance à cette entreprise qui fait travailler des gens de mon pays plutôt qu'une autre, même si effectivement, bon, je vais peut-être pas pouvoir me prendre le Made in France, mais peut-être qu'un jour je pourrai. Enfin, voilà, ouais, c'est ça qui est intéressant aussi, ouais, je trouve. exactement. Et je voulais vraiment permettre ce choix aux personnes qui euh, ont d'ailleurs cet attrait, cette conscience aussi d'emploi local et qui ont le budget qui va avec. Parce que parfois on peut avoir la conscience, mais bah, moi je comprends totalement que c'est pas forcément sur ce produit.
Voilà, et quoi qu'il arrive, déjà, d'acheter des beaux produits avec des belles matières qui durent des années, c'est déjà un beau geste. Tout à fait. Hem, mais je voulais moi je et après finalement je me dis: «Bah, c'est le consommateur qui va aussi, m'indiquer là où je dois mettre ma production». Voilà, mais je voulais pas être de suite, me dire: «Ah non, on fait tout, ici, puis on a des prix qui font 3 fois le prix du marché». Je pense que j'aurais trouvé mon marché et je pense que ça aurait aussi marché, mais enfin fonctionné, mais je voulais rester, justement proposer quand même cette, ouais, cette inclusivité, si on peut dire, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Puis ça permet aussi de toucher, de permettre à plus de femmes de pouvoir finalement s'offrir ce beau cadeau et prendre soin de ses cheveux, de sa peau, Ouais, etc. Donc c'est, mais ouais. voilà, on voit qu'au niveau des valeurs de la marque, il y a de belles choses et c'est là où voilà, ça peut faire la Mmh. différence encore une fois. Donc je trouve ça chouette. Et justement en termes de différence, tu me disais tout à l'heure que vous étiez au départ en monoproduit avec la thé. Là, tu t'es ouvert vers d'autres Ouais, produits. Peut-être que là aussi, tu te différencies de ta concurrence d'ailleurs. ouais. En fait, thé d'oreiller en soi, donc c'est là-dessus d'ailleurs, c'est là-dessus où je faisais, mes publicités et mon trafic. Je les fais atterrir directement sur ma page produit, ça c'est assez important. Faut vraiment, l'utilisateur, il a pas le temps de chercher, d'atterrir sur la page boutique. Il voit une publicité thé d'oreiller en soi, faut qu'il atterrisse directement sur le produit. Hem et après, en fait, je me suis dit: «Bah, maintenant que j'ai ces clients, comment les faire revenir sur mon site?» parce que moi, j'ai pas de système d'abonnement. Et bon, souvent, enfin voilà, j'ai un bon taux de repeat, les clients reviennent acheter après pour offrir et cetera. Mais j'ai voulu proposer déjà parce que je trouve cette matière, passionnante, et en plus, de ça, mon fournisseur a aussi la technicité pour faire d'autres produits. Donc j'ai développé les masques de sommeil, j'ai développé, les bonnets de nuit en soie qui marchent bien, les draps, parce que je me suis dit: «Quitte à avoir payé et cher pour avoir, justement ce trafic sur mon site et ces clients, et bien maintenant, comment tu peux leur proposer une autre offre?» et tout simplement, bah, ça augmente aussi le panier moyen, ça Tout augmente à le fait. repeat. Donc en fait, c'est très important. Il faut pas avoir, enfin après, il faut pas, ça dépend des business, hein, mais en tout cas sur le mien, je me vois pas avoir, 200 produits différents. Ça n'aurait pas de sens, surtout qu'on veut rester spécialiste de la soie, donc tous nos produits, il y a de la soie dedans. Ça aussi, c'est une différenciation, alors que les autres partent parfois sur plein d'accessoires, beauté et Ah, cetera. OK. Et nous, en fait, on s'est dit: «Bah, non, nous, notre fil, c'est le fil de soie». Bah, voilà, c'est la soie. Ouais, ouais. Petit jeu de mots, j'adore. Et mais voilà, tu vois? Mais une autre différenciation aussi, c'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Et et après, attends, désolée, j'ai un peu dégraissé, mais oui, tu peux me Donc répéter la question? Désolée. non, non, mais c'était sur, le fait que tu t'étais aujourd'hui ouverte vers, d'autres produits, Oui, voilà. Ouais, ouais. Donc voilà, donc je me suis ouverte sur d'autres produits, ce qui permet du réachat et mais d'augmenter toujours le sur la panier moyen, soie. et toujours Voilà, sur la c'est soie. ça qui était et ça permet donc, comme tu le disais, d'augmenter aussi le panier moyen, parce qu'avant il y Ouais, avait la soie, puis peut-être que tu te dis: «Bah, Yah, je vais prendre aussi le masque» et puis surtout les personnes, ce que j'allais te dire, le repeat. Parce qu'une fois que tu l'as entre guillemets le latte. Alors peut-être mmh, aussi tu peux acheter pour le couple. Je sais pas si il y a mmh. aussi voilà la notion Oui, il du y a couple. aussi ça. Voilà. Donc mais là peut-être que tu achètes en même temps les deux. Je ne sais pas. Mais après le repeat, comme c'est justement un produit que tu te dis il dure dans le temps. Mmh. Ils vont peut-être pas acheter tous les mois ou toutes les années Mmh. une nouvelle thé. Il y a le côté cadeau. Euh, mais c'est aussi ça, c'est les autres petits accessoires, enfin c'est que tu proposes qui permettent finalement soit les gens reviennent, soit ils augmentent au Oui, départ, ils se disent bon bah y être, je peux aussi oui. prendre ça. Mais toujours Et sur la ça, en soie. plus, c'est via et oui, et ça, en plus, c'est via l'emailing, finalement, qu'on fait connaître, et via, par contre, tout ce qui est organique, Instagram, le feed Instagram, les stories, Ok, parce que je ne fais pas de publicité sur les autres, produits. ok, c'est intéressant comme stratégie et ça a l'air de fonctionner. Donc Mmh. c'est malin parce qu'effectivement ton produit phare c'est la thé. Mmh. Et parce que peut-être que tu auras plus de concurrence sur les autres aussi, peut-être, je sais pas. Là, ton côté Ouais, publicité, je me connais un peu moins, mais ouais, ouais, ok. ouais. Et je crois que tu avais un autre challenge en 2023, c'était l'international. Oui, Hein, il y a en eu le effet. fait d'augmenter le catalogue, mais aussi d'aller conquérir l'Amérique, si je puis dire. Tu peux nous en parler un petit peu? Ça, c'est venu d'où cette envie, cette opportunité? Je sais pas.
Oui, alors, c'est venu déjà en m'entourant, parce que j'ai pris l'année dernière quelqu'un, une personne, une amie qui est devenue aussi, une relation professionnelle et donc elle qui m'a dit: «Mais Laure, mais la thé d'oreiller en soi et ta marque, je la vois vraiment aux États-Unis». Moi, les États-Unis, c'est un pays que j'aime, hein, voilà, enfin l'Amérique du Nord. D'ailleurs, je pars vivre à Montréal dans 6 mois, voilà. Oh! Autre challenge aussi, Oui, mais voilà, avec toute la petite famille. Mais génial. donc les États-Unis, c'est vrai qu'on s'est dit, marché énorme, on a rencontré en fait des e-commerçants qui se sont français, qui se sont même lancés là-bas d'office, sans avoir fait le marché, donc comme quoi c'est possible aussi, hein, ils ont fait, les publicités directement aux États-Unis, ils ont trouvé un logiciel là-bas, ont mis le stock, et moi c'était vraiment je l'avais toujours eu en tête, je pense, un jour l'internationalisation et en me disant: «Si je vais à l'international, je commencerai par les États-Unis». Et en fait, il y a eu plusieurs facteurs qui ont confirmé ça, notamment une personne, Estelle, qui a rejoint les équipes il y a plus d'un an et qui a été aussi demandé, donc une aide à la BPI. Et moi, je pensais pas qu'on allait l'avoir, cette aide, c'est l'assurance prospection. Heu et d'ailleurs, on a pu l'avoir parce qu'on produit une partie en France. Et Ah, ça, c'est intéressant. important de le souligner aussi parce qu'en fait, c'est le mécanisme de la valeur produite en France, exportée à l'étranger. Et c'est pour ça que la BPI soutient les marques qui produisent en France qui veulent aller à l'étranger. Génial. Et donc, on a induit le dossier, mais moi, je me suis dit, oh, ça passera pas. J'avais jamais demandé aucune. Alors d'ailleurs, c'est un prêt, hein, c'est pas une aide. Enfin, voilà, mais c'est un prêt à différer dans le temps. Et, et on l'a eu. Donc là, ça a été le déclencheur pour se dire, bon, bah, on teste, allez, on va tester. Et on s'est fait accompagner d'une agence stratégique des Français qui sont à New York. Et on a fait une learning expedition là-bas il y a 4 semaines. Donc on avait 20 rendez-vous en 5 jours. On était sur les rotules. Mais en même temps, il y a cette énergie cette énergie de construire, de développer sa marque. Mais je crois que ça, je pourrais faire des nuits blanches et toujours être en forme la journée sur des durées quand même limitées, attention. Mais on était tellement dans une ébullition là-bas à rencontrer 4-5 personnes par jour qui nous apportaient. J'ai rencontré des directeurs, general managers de très très grosses marques qui font par en milliards, qui m'ont donné aussi leur perspective du marché là-bas, qu'est-ce qui a marché pour eux. Donc c'était passionnant. Et en fait, c'était un petit peu d'aller là-bas pour rencontrer le marché aussi, pour avoir les tendances du marché, pour voir si on avait notre place. OK. Et voilà. Et on l'a, mais après, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense, hein, d'aller aux États-Unis. Déjà, ça demande des fonds. Ouais, ça demande d'être outillé. Il faut un chef de projet dessus. Euh, il faut repenser aussi un peu ces messages de marque parce que les messages qui peuvent être là sont pas forcément les mêmes là-bas. Et puis en anglais, voilà, moi je dis par exemple, je sais pas, je vais mettre la crème de la crème. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre Il y a vraiment toute une stratégie à repenser, donc il faut quand même, soit on y va, on fait même pas en France, et puis on va aux États-Unis, et on commence là-bas, et là, ok, on teste son marché là-bas. Soit si on est déjà bien implanté en France, en Europe, en fait, il faut quand même repenser sa stratégie pour l'adapter là-bas. Mmh. Et donc là, c'est un travail que vous êtes en train de mener, c'est ça? Ouais, ouais, OK. ouais. Et c'est quand même ça pour le coup, parfois ça m'empêche un peu de dormir la nuit. Parce que ouais, parce que en fait, il faut faire du business plan, il faut faire du SWOT, il faut aller chercher des fonds. Et oui, voilà, c'est ça, tu dois aller chercher des fonds dans ce cas-là. Mmh. Parce que sur place, il va falloir que je prenne un general manager. Ça coûte cher. Il va falloir que je mette du stock et en plus, il faut changer les tailles d'oreiller. C'est pas les mêmes là-bas Et qu'ici. oui. Il va falloir qu'au départ, j'investisse dans de la pub et c'est plus autant rentable que quand je me suis lancée en France. Donc là, ça va être à perte au démarrage. Je vais pas être rentable dans mes coûts. Il y a tout ça à voir, à faire, tous les nouveaux visuels aussi à créer parce que les visuels pour une marque, c'est stratosphérique tout ce qu'il faut créer comme visuel pour une marque, déjà rien qu'en France. Mais là, il va falloir dupliquer là-bas. Voilà, c'est pour ça que c'est un peu vertigineux et que ça demande des fonds aussi. Donc là, je suis en train de faire sauter ce verrou-là pour aller chercher des fonds. Bon, à suivre alors. Je vais Ouais, suivre ça de près et oui, là, c'est un sacré beau tournant.
pour Émilie Spilot, du coup. D'ailleurs, tiens, j'ai une petite question. Il vient d'où le nom, Émilie Oui, Spilot? de par ma grand-mère qu'on surnommait Mimi. Voilà. Oh, c'est J'ai mignon. voulu la mettre dans l'histoire, parce qu'en plus, elle nous faisait dormir dans des draps en satin, mais synthétique. Ok. Parce que le satin est un maillage, hein, c'est pas une matière. Est une armure, ce qui s'appelle, voilà. Et elle, en fait, elle nous faisait dormir dans ses draps, mais qui grattaient un peu parce que c'était synthétique. Mais pour elle, ça représentait le beau, ça représentait un peu cet effet chic. Donc voilà. D'accord, ok. Parce que ça me titillait. C'est vrai que c'était une question, j'avais zappé. Je fais une... Ouais. Bon, donc du coup, Émilie Spilot à l'international à suivre et à l'occasion peut-être rééchanger parce que voilà, notamment si mon audience ça les intéresse de savoir comment ça se passe à l'étranger, ça peut être chouette. Et on arrive tout doucement un petit peu vers la fin de l'épisode. J'aurais aimé, selon toi, les 3 qualités pour devenir créateur d'une marque française qui s'exporte à l'étranger ou pas d'ailleurs, hein. Est-ce que Ouais. tu peux me dire? Ouh là là. Moi, je dirais vraiment cette curiosité. Curiosité de tester, faut une curiosité là qui nous prend dans les tripes pour. C'est ça, je pense aussi le propre de l'entrepreneuriat, hein, c'est cette curiosité saine. Euh, voilà. Après, je pense qu'il faut aussi travailler sa relation à l'argent. C'est important, on n'en parle pas assez. Il faut pas hésiter. Voilà, il faut. Donc ça, c'est un deuxième point. Moi, j'ai peut-être mis un peu de temps. Voilà, j'étais très contente d'avoir fait en fonds propres et je me suis très bien développée comme ça. Mais là, aujourd'hui, bah, faut que je sois complètement OK avec le fait de pouvoir m'entourer, peut-être faire rentrer au capital, donc plus être seule, mais pour aller plus vite finalement. Donc parfois, n'attendez pas 4 ans pour aller chercher des fonds. C'est aussi un des atouts pour moi pour lancer une marque. La prise de recul. Prise de recul sur les événements. Alors ça, quand on a des enfants, ça aide bien quand même. Je trouve que ça permet de bien couper. Mais cette prise de recul, il faut tout le temps en fait faire un énorme travail sur soi. Je trouve que ça, c'est une des compétences à développer quand on est chef d'entreprise et alors dans le digital ou pas, hein, mais c'est vraiment se dire ok, là ça m'énerve, mais pourquoi ça m'énerve? Qu'est-ce que je vais faire pour ne plus que ça m'énerve? Ou voilà, c'est aussi suffisamment de prise de recul pour se dire qu'est-ce que je sais bien faire, qu'est-ce que j'aime faire cette matrice, déléguer le reste, déléguer pour commencer à moindre coût, comme je disais tout à l'heure, hein, mais bon, moi, les 2 assistantes que j'ai à Mada, je les ai depuis 4 ans aujourd'hui, elles sont super. C'est génial. Donc voilà, et puis après, bah, j'ai aussi recruté, une fois que ça a bien marché, j'ai pu recruter en France et c'est super. Mais voilà, prise de recul, ouais, très important. Et après, savoir ancrer aussi et défendre ses idées. Parce que plus la marque va évoluer, plus la marque va être connue et plus de monde va vouloir y mettre son grain de sel et donner son avis. Ah oui, et oui. Et en fait, par moment, il y a de quoi perdre les pédales. Parce que tout le monde va dire ah non, mais ça, je le ferai pas comme ça. Et puis alors, bon, avec les États-Unis, ça, je me le suis pris dans la tête en 10 fois plus. Hein. Et tout le monde va arriver avec son expertise, son avis. Et à un moment donné, en fait, il faut aussi sentir les choses, il faut aussi se fier à son instinct. Et voilà. Et donc, ce que j'appelle être ancré. Ouais, très important. Oui, tout à fait. Et puis avec la prise de recul dont tu parlais juste avant, ça permet aussi de mettre cette distance par rapport à tout ce que les gens peuvent vous Ouais. recommander et savoir ce qui nous... Ça rejoint finalement aussi sur tout ce que tu disais au début sur les tripes, c'est de se reconnecter à soi et effectivement l'ancrage est très bien pour ça. Mais quand on a des vies des fois à 10 000, faut arriver à faire cette petite pause. Donc merci de la mettre en avant si y a des personnes qui se sentent un peu justement submergées par tout ce qu'on peut dire. Et puis d'ailleurs, là nous on enregistre en fin d'année, mais c'est important de faire ce bilan aussi peut-être, comme tu disais aussi sur ce qu'on aime faire, là où on est bon, là où on est moins bon, qu'est-ce qu'on peut-être on peut déléguer. Ça peut être effectivement intéressant aussi. Ouais. Super. Est-ce que, avant qu'on arrive sur la clôture de l'épisode et avec le petit jeu de la fin, est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais nous partager? Alors, bien entendu, où c'est qu'on peut trouver tes produits? Là, tu disais, toi, c'est de la vente en ligne, c'est ça?
Alors en ligne, mais maintenant on a aussi lancé, Les un pop-up. peu en physique, voilà. Oui. Dans aussi des pop-up cette année, on en a fait un, parce que c'est important d'avoir cette présence, finalement omnicanal, que ça soit en ligne, mais avoir un petit peu de présence physique. Hem, donc non, une dernière chose peut-être, ça serait de dire, justement quand on est en ligne, quand on est une marque en ligne, pensez que votre client faites comme si votre client rentrait dans une boutique physique. Voilà, moi Oui, c'est j'adore. vraiment quand il rentre dans une boutique physique, quelqu'un peut lui donner du conseil, il peut toucher les produits, hem, il y a des couleurs, il y a un univers où on se reconnaît et en fait, eh bien, cet univers, il faut essayer de le retranscrire au maximum sur sa boutique en ligne. Voilà, avec un chat, avec une possibilité de vous joindre, avec, qu'est-ce qu'aurait posé en question la qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'un potentiel client aurait posé comme question en venant dans votre boutique physique? Et ben, en fait, il faut qu'il puisse les trouver via des FAQ, via des blogs, enfin, voilà, c'est ouais, Ouais, des conseils. et c'est ce que je dis souvent aussi sur notamment le compte Instagram, c'est finalement la vitrine directement d'une boutique et quand on Ouais, rentre dedans, on dit bonjour avec le mmh, sourire, ouais, voilà donc ouais, 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 c'est hyper intéressant ouais. et donc du coup Et donc oui, vous pouvez me retrouver ouais, sur, donc le site internet, c'est emilyspilo.com. je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Voilà, Instagram Émilie Spilo aussi. Après moi, vous pouvez me contacter sur laure@emiliespilo.com. Hem, voilà Et les pop-up, ils sont où aujourd'hui? et les pop-up, alors, on est chez Ciguar qui est une chaîne de pop-up, multimarques et on est aussi chez Sauvage Poésie. Voilà et après on est alors, via Encore Store, je peux même pas te dire vraiment toutes les boutiques. On est dans je pense une cinquantaine de boutiques en France et qui passent commande sur Encore Store. Ça aussi les D'accord. marketplaces, hein, pensez-y, hein, assez vite. Mais alors le Quand, voilà. marketplace entre pros là? Oui, marketplace entre pros, mais se mettre sur Encore Store, sur Faire, sur, Miracle, pour après, voilà, ça c'est des choses aussi qui sont des extensions du digital. On pense qu'il y a que notre site en propre, mais non, en fait, il y a plein de moyens de vente sur le digital via les marketplaces notamment. Génial. Jusqu'au bout, tu nous auras donné des pépites de conseils. Super. Bah écoute, merci beaucoup Laure. Avant qu'on Merci. clôture et de se dire au revoir, c'est une tradition pour tous les invités qui viennent sur le podcast, c'est de se confronter à un petit jeu que j'aime bien, c'est le ceci ou cela. Je vais mettre OK. un petit chrono. C'est bon, hein? C'est OK pour toi? C'est bon, je suis dans les Je vais mettre starting un là. chrono, 10 minutes, puis je vais te poser des questions rapidement sur des sujets. Il faudra que tu choisisses entre genre, est-ce que tu préfères, je sais pas moi, le pain ou les légumes? Bon voilà, t'as compris, il Super, faudra. Ok? j'adore. T'adores. Ça permet un petit peu de connaître un petit peu mieux aussi le fondateur et moi, ça me permet de connaître un petit peu qui est venu au micro. C'est bon pour toi? C'est bon. C'est parti. Vacances à la mer ou à la montagne? Mer, Instagram ou LinkedIn? LinkedIn, Oh, chat ou chien? Facile. chat, Ah. Coussin ou édredon? coussin, Fondue savoyarde ou bourguignonne? bourguignonne, Shampoing solide ou liquide? liquide, Organisé ou désordonné? organisé, Radio ou podcast? podcast, Théâtre ou cinéma? théâtre. Chocolatine ou pain au chocolat? C'est mon préféré celui-là. Ah, t'es à Bordeaux? C'est quoi à Bordeaux? Ouais, chocolatine un peu, ouais. Ouais. Ah. Thé ou café? Café, Fleurs ou bougie? bougie, En série plutôt Friends ou How I Met Your Mother? How I Met Your Mother. Et on est à la fin. Ah, la chocolatine. Et moi, je suis sur Montpellier, donc tu vois, c'est la fameuse petite guerre avec Toulouse, Bordeaux, Ah etc., oui, etc. Bon, pas voilà. mal, celle-ci. Hein? Pas mal, ouais, oui, mais je suis vraiment 50-50 vu que j'ai grandi une partie ici, une partie ailleurs, donc voilà, mais chocolatine, j'aime bien. Euh, Super. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Laure, pour tout Merci ce à que tu toi, nous as Marie. partagé. T'as un dernier petit mot pour la fin avant qu'on se quitte? Mmh.
Écoute, non, à part, voilà, vivez vos rêves, mettez ça en action, notez les actions et puis go, quoi. On n'a qu'une J'adore. vie, il faut y aller. Voilà. Ah, j'adore. Merci beaucoup et Merci à je toi. retrouve mes auditeurs pour la conclusion juste après. Salut. Merci Marie, bonne journée, bye. Merci, salut. Voilà, alors j'espère que cet épisode vous aura plu. Beaucoup de choses ont été abordées, mais je retiens une information dont j'ai peu parlé sur le podcast jusqu'à présent, celui de faire appel à de la publicité pour faire connaître sa marque et ses produits. Je trouve vraiment très intéressant le point de vue de Laure à ce sujet. J'espère que ça vous aura plu aussi à vous. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez des questions au sujet de l'intervention de Laure ou des publicités, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram. Toutes mes coordonnées seront dans les notes de l'épisode. D'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit, selon quand vous m'écoutez, et je vous dis à très vite. Salut!